Aujourd'hui, on va reprendre un tout petit peu le fil de la deuxième conférence. Reda va nous parler d'un aspect peu connu qui est l'influence idéologique de la pensée kémaliste sur quelques grands noms du nationalisme algérien. Et après, on va rentrer dans le sujet de cette conférence que sont on va dire, à travers certains faits peu connus de la guerre de libération, l'aide apportée par l'État turc à la guerre de libération, des aspects tout à fait mystérieux que ne connaît pas le public algérien. Et Reda va essayer de développer cette partie assez mystérieuse de la guerre de libération. On connaît très bien on sait par exemple que l'Égypte, des États comme l'Égypte et Yougoslavie ont été véritablement prêtés main forte aux nationalistes. Mais la Turquie, on a très peu d'éléments dans notre besace pour discuter de ça. Je sais que Reda a effectué beaucoup de recherches et a trouvé des choses fort intéressantes de ce côté-là. On va aussi parler de l'aspect de la politique intérieure turque et justement de ses implications sur justement le terrain algérien. Donc ça va être passionnant. Je vais poser d'ailleurs une première question à Reda. Quel est en termes de... On va parler de l'aspect idéologique de la pensée kémaliste. Comment elle a pu se diffuser en Algérie après la Première Guerre mondiale. Ce dont je parle, c'est bien sûr, les historiens ont appelé ça le mouvement national algérien, et comment la pensée kémaliste a diffusé chez les nationalistes algériens. Et si on peut commencer la conférence par cette question. Bien. Je remercie tout le monde. Nous nous étions arrêtés la dernière fois à la fin de la Première Guerre mondiale, plus précisément au moment où les Turcs ont décidé de se réunir à Ankara, d'abord pour réunir une assemblée générale. Et l'assemblée générale qui s'était réunie en 1920, c'était pour décider de poursuivre la lutte. Parce que s'il y a quelques personnes qui étaient là la semaine dernière, j'avais dit que la Turquie, au lendemain de la Première Guerre mondiale, avait été quasiment dépecée à l'occasion du traité de Sèvres. Et donc, un certain nombre de dirigeants turcs, dont notamment un certain nombre de militaires, et plus particulièrement Mustafa Kemal, ont contesté donc ce traité qu'ils ont estimé tout à fait infamant, et ils ont parlé à ce moment-là de grande catastrophe nationale. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de se réunir au centre donc, de la Turquie, pas loin d'Ankara. Une assemblée générale a eu lieu là-bas, et à ce moment-là, ils ont décidé de convoquer un comité national pour pouvoir mener la résistance. Et cette résistance-là, elle va commencer très rapidement, puisque les Turcs vont se retrouver donc, dans un conflit contre les différents protagonistes qui étaient chez eux, comme je vous l'avais montré, je vous l'avais indiqué, les Grecs, les Italiens, les Français et les Anglais qui étaient dans la zone internationale. En gros, la guerre d'indépendance qui va être déclarée va durer à peu près 2 ans. Elle va finir en 1922 par la libération de l'Anatolie ainsi que de la région d'Istanbul. Donc l'honneur est sauf et la République va être proclamée donc, à la fin de cette guerre qui verra donc la proclamation de la République de Turquie.
Et ils vont fêter d'ailleurs cette année le centenaire de l'institution de cette République. Ça a été une période de charnière parce qu'on est passé donc... les Turcs, ils ont failli subir un peu le sort presque de celui des Palestiniens en 1948, parce que ce qui leur avait été réservé à l'occasion du traité de Sèvres... C'était pas de chagrin, quoi. Ça dure véritablement... Exactement. Fort heureusement qu'ils ont pu bénéficier d'une direction militaire qui a été suffisamment cohérente pour pouvoir mener la lutte par la suite. Et puis, ils ont eu aussi un concours de circonstances parce qu'ils ont eu des voisins avec qui ils ont pu quand même pactiser plus ou moins, et je pense notamment aux Russes, puisque la Russie aussi, la Russie bolchevique a été en guerre contre un certain nombre de pays occidentaux, les Français et les Anglais. L'Allemagne, c'était lors de la Première Guerre mondiale. Mais par la suite, lors de la guerre civile qui a éclaté en Russie, notamment du côté de l'Ukraine, comme maintenant, les Anglais et les Français ont envoyé des contingents pour se battre aux côtés de l'armée blanche, des Blancs, c'est-à-dire les anciens tsaristes. Et finalement, les bolcheviks vont finir par prendre le dessus. Et c'est à ce moment-là où Mustafa Kemal va demander de l'aide. Donc, on ne sait pas trop jusqu'à maintenant comment les communistes ont-ils pu prêter main à Mustafa Kemal, mais toujours est-il que l'armée russe est intervenue en Azerbaïdjan. Elle était censée aider les Turcs. Pourtant Kemal était pratiquement un anticommuniste fervent. Je ne crois pas que ce soit quelqu'un de... idéologiquement très loin, très éloigné de la pensée communiste. Mais pragmatiquement parlant, il s'est rapproché d'eux. Idéologiquement parlant, il n'était pas communiste, mais il était tout à fait favorable, et il a écrit ça, à une alliance, du moins au départ, au tout début des années 20, à une alliance entre les pays musulmans et les communistes contre l'impérialisme occidental. Donc, à partir du moment où les Russes pouvaient lui être d'une aide quelconque, il ne disait pas non. Maintenant, comment les relations vont évoluer par la suite, ça c'est une autre paire de manches. Mais au moment donc, de la confrontation qui a eu lieu contre ses adversaires, on suppose qu'il a pu bénéficier d'une certaine aide, encore que les historiens ne sont pas très prolifiques par rapport à ça, parce que l'armée russe est arrivée en Azerbaïdjan pour aider les Turcs. En fin de compte, ils vont s'installer en Azerbaïdjan et en faire par la suite une république soviétique, alors qu'en principe, c'était un territoire turc. Et donc s'emparer des richesses de Bakou. Oui, parce qu'il y avait le pétrole de Bakou déjà à l'époque. Mais bon, au moins, par la suite, il n'a pas eu à se battre contre eux. Et peut-être a-t-il pu bénéficier d'une certaine bienveillance en ce qui concerne le transit d'armement vers les soldats turcs. Et c'est comme ça qu'ils ont pu par la suite libérer leur pays lorsqu'ils se sont emparés de Smyrne en 1922. Ils ont réussi à expulser les Grecs. C'était les derniers occupants qui étaient présents. Il y a eu aussi une guerre assez terrible entre la Grèce, qui était une ancienne province de l'Empire, et la Turquie actuelle sur plusieurs îles de la mer Égée. Je sais qu'il y a eu certaines îles se passaient entre la Grèce et la Turquie, mais des îles paradisiaques que nous voyons aujourd'hui sur la mer Égée, c'est qu'ils soient turcs, soit grecs, c'était une guerre assez terrible entre ces deux voisins. Des îles comme ça qui passaient entre pavillons, ça c'est des choses qu'on ne connaît pas du tout ici. On ne savait pas que... Ce qui se passe, c'est qu'au moment donc, de la signature du traité en 1922, les deux protagonistes qui se sont fait la guerre, les Turcs et les Grecs, ils ont procédé à un échange de populations. C'est ça. Donc les populations turcophones, oui, carrément, c'est-à-dire les populations turcophones qui étaient en Grèce, elles ont dû déménager et entrer, aller en Anatolie, alors que les Grecs de la mer Égée, d'Izmir, ils ont été obligés de quitter donc Izmir pour aller s'installer notamment dans ces îles grecques. Mais comme le traité de Sèvres il a été généreux vis-à-vis des Grecs, la plupart des îles
donc de la mer Égée, ont été quasiment attribués à la Grèce. Ce qui fait que pour les Turcs, ça a causé un problème même en ce qui concerne la navigation maritime, parce qu'il y a un certain nombre d'îlots, il y a plusieurs îlots même grecs. C'est stratégique parce que c'est l'entrée de du Bosphore, de la mer de Marmara. Et puis donc, c'est pas tellement du côté de la mer de Marmara, en fait, c'est tout le long de la mer Égée. Il y a un chapelet de petits îlots comme ça, grecs, qui viennent, je dirais, obstruer le passage aux navires turcs qui veulent. D'où l'aspect stratégique. Oui, voilà. Et donc, on a par exemple des îlots qui se trouvent à 2 km des côtes turques. Et même les Turcs, le soir, ils les entendent parler, les Grecs, de l'autre côté. Ce qui fait que ce n'est pas pratique pour la marine de ce pays pour pouvoir naviguer tranquillement. Ils auraient voulu que le partage se fasse autrement et pas au détriment de la Turquie. Et donc, jusqu'à maintenant, d'ailleurs, c'est un héritage un peu qui empoisonne parfois les relations entre les deux pays, parce que les aviateurs, par exemple, aussi bien grecs que turcs, quand ils s'entraînent au-dessus des îles de la mer Égée, parfois ils peuvent s'accrocher pour un oui, pour un non. Mais bon, ça, c'est dû justement à l'inédité de ce traité en 1920, contre lequel les Turcs se sont insurgés, et ils ont fini par obtenir une gain de cause militairement sur le terrain. Et là, maintenant, revenons justement à l'aspect de l'influence. Tu parlais de l'aspect idéologique de la pensée kémaliste, où là, on disait, comme on dit, la trajectoire, même l'histoire de Kemal Atatürk apparemment a véritablement infusé chez certains grands noms du nationalisme algérien. Parce que tu vas en parler. Oui, bien sûr. Il y a 3 noms là qui ressortent. Oui, à cette période-là, il faut savoir que la victoire des armées turques a eu un effet très important dans le monde musulman, puisque c'était la première fois qu'un pays musulman réussissait quand même à vaincre des armées de type occidental. Et c'est pas rien. Donc, aussi bien dans les pays arabes que dans les autres pays voisins, la victoire retentissante de Mustafa Kemal a été très largement commentée et a contribué à réveiller le nationalisme dans ces pays-là. Si nous revenons à l'échelle de notre pays, de l'Algérie, lorsque les Algériens, à ce moment-là, oui, il faut laisser bon, ça va. Bon. Pour revenir à notre sujet, donc au moment de la libération du territoire turc en 1922, la presse dans les pays arabes, et notamment en Algérie, a largement commenté les faits d'armes de Mustafa Kemal, et qui ont été fêtés dans les familles algériennes, dans les petites et les moyennes villes algériennes. Ça a été très largement commenté, et les Algériens se sont appropriés, pas uniquement que les Algériens, les Tunisiens, les Libyens, se sont appropriés cette victoire de Mustafa Kemal parce qu'ils ont considéré que c'était un premier pas pour leur propre libération. D'autant plus que dans son discours inaugural en 1923, Mustafa Kemal avait clairement dit que les peuples qui étaient sous domination coloniale avaient vocation à se libérer. Donc, par la suite, les dirigeants politiques, notamment en Algérie, à cette époque-là, les plus en vue, politiques et autres. On avait Messali Hadj, qui allait instituer l'étoile nord-africaine, Farhad Hamas et Belmadis. Donc, ces 3 personnages ont soutenu le mouvement kémaliste à ce moment-là, chacun avec ses propres nuances. Alors, je dirais que ce soutien-là, ce n'est pas un soutien aveugle. Bien sûr que cette victoire a été perçue de manière très positive par tous ces peuples qui étaient sous domination étrangère, et que la lutte contre l'impérialisme désormais était possible.
mais chacun, bien sûr, avec ses propres appréciations. On peut commencer par Messa Ali Hadj, au moment d'instituer l'étoile nord-africaine. Lui-même, Messa Ali Hadj, est d'origine turque par un de ses parents. Et c'est une raison de plus pour lui de se dire que l'espoir est permis, puisque suite à cette victoire-là, les peuples donc, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord allaient pouvoir donc, renouveler en quelque sorte leur façon de voir les choses. Parce qu'il faut savoir que la population algérienne, tout au long du XIXe siècle, avait une perception assez limitée de son identité, parce qu'elle était plutôt dans la réaction, puisqu'elle était quand même sous domination coloniale, et que cette domination-là, elle avait surtout vu d'un point de vue strictement identitaire, en lui opposant le fait que c'est une population musulmane qui était occupée donc, par une entité non musulmane. Mais avec l'arrivée des jeunes Turcs, il va y avoir une évolution au sein de une évolution politique au sein des élites dans le monde arabe, et notamment avec ce mouvement de la Nahda, donc de la renaissance intellectuelle, et qui va faire que désormais l'aspect juridique qui a fondé le renouveau politique en Europe va devenir de plus en plus opérant en Turquie, et à travers la Turquie, il sera de plus en plus actif dans les pays d'Afrique du Nord, en Tunisie et en Algérie. C'est-à-dire que le mouvement d'émancipation va mettre le doigt désormais sur l'existence ou le droit à l'existence d'une nation algérienne en tant que nation. L'idéal musulman, il est toujours là. Cet idéal-là, on baigne dedans, mais bon, ça fait partie du passé. Désormais, il y a une nation à libérer. On ne parle plus uniquement en termes de Oumma. C'est la Oumma qui est sous domination étrangère désormais. C'est la nation algérienne qui va s'affirmer. Et l'exemple kémaliste est là pour montrer qu'il y a possibilité à ce que ça puisse se faire. Donc, Messa Ali Hadj va petit à petit mettre en exergue un certain nombre de points et qui vont avoir un effet immédiat, puisque j'avais dit la dernière fois qu'un autre contemporain de Messa Ali Hadj, dans le nord du Maroc, Abdelkarim Khattabi, va mener un soulèvement, va proclamer la première république rifaine entre 1921 et 1926. C'est une véritable guerre d'indépendance qui a été menée. Il a dû se battre contre deux armées qui ont fini par prendre le dessus sur lui. Mais c'était la première tentative de libération qui a été menée en Afrique du Nord. Première tentative, elle peut être discutée parce que de l'autre côté, il y a eu le résistant libyen Omar Mortal aussi, qui s'est battu au cours de la même période. Mais ça, c'est le contre-coup donc, de ce qui s'est passé dans les Balkans et en Turquie. Donc, tu penses que c'est une influence directe? Ah oui, c'est une influence directe parce que si je prends ces trois personnages clés donc, de la scène politique et culturelle algérienne à ce moment-là, je vous ai donné l'exemple avec Messa Ali Hadj. Par la suite, Farhat Abbas. Farhat Abbas va incarner, lui, plutôt la tendance moderniste. Moins identité à davantage moderniste, et à ce moment-là, il disait que l'avenir... Pour séculariser, quoi. Séculariser, c'est-à-dire qu'il disait à ce moment-là, comme Mustafa Kemal, il faut regarder de l'Orient vers l'Occident. Et beaucoup de gens pensaient comme lui. Ben Badis aussi, il mettait l'accent sur le fait que la priorité désormais, c'était de libérer les consciences et les masses. Ben Badis ne parle pas d'indépendance immédiatement. Ben Badis, pour lui, il faut d'abord l'émancipation du peuple passe par l'élévation de son niveau d'éducation, par exemple. Son niveau d'éducation s'active davantage dans le champ social. Il ne prône pas immédiatement la rupture avec la France coloniale, puisque pour lui, il part du principe que la France, à ce moment-là, elle est censée être l'héritière de la Révolution française,
de 1789, et que pour lui, Mustafa Kemal et les jeunes Turcs, ils se sont inspirés, ils ont été à bonne école, et qu'il n'y avait aucune raison de rejeter cette expérience française en disant que la révolution, c'était possible aussi pour les peuples du Sud. Et que ce n'est que comme ça que la nation française pourrait éventuellement renaître en Afrique du Nord. À cette époque-là, du moins, c'était comme ça qu'il concevait les choses. Et je peux dire que Ben Badis, il a été très audacieux, parce qu'en 1924, lorsque le califat sera dissous par Mustafa Kemal, à ce moment-là, les gens des générations qui vont venir par la suite, ils n'ont pas cette mémoire-là, mais il faut savoir qu'il y a eu une véritable guerre des fatwas en 1924 entre les imams. Les uns ont approuvé le fait que Mustafa Kemal ait dissous donc le califat, et d'autres étaient contre. Et donc, il y a eu deux camps qui se sont affrontés, et à ce moment-là, Ben Badis, dans ses écrits, il avait soutenu fortement donc, les jeunes turcs contre l'Azhar, qui, elle, avait condamné le fait que le califat ait été dissous. Parce que pour lui, Ben Badis, et pour les autres théologiens musulmans qui étaient de son côté, partait du principe que les jeunes turcs étaient un mouvement progressiste d'émancipation et qu'ils allaient dans le sens de l'ijtihad. Et que désormais, l'institution califale, c'est une institution qui est dépassée. Non seulement c'est une institution qui est dépassée, mais en plus de ça, cette institution n'a pas pu faire face donc, à l'occupant et qu'elle n'a pas appelé à lutter pour la résistance. Donc, lui et d'autres théologiens en Algérie et en dehors de l'Algérie ont été du côté donc, de Kemal. Alors que du côté de l'Azhar, ils seront plutôt opposés à lui, parce qu'ils vont considérer que l'institution califale, c'est une institution qu'on ne peut pas supprimer comme ça du jour au lendemain. Ce n'est pas du ressort de l'Assemblée nationale turque de faire ça. Et c'est à ce moment-là qu'est né de cet affrontement entre théologiens musulmans dans le monde arabe, pour dire si oui ou non il fallait garder le califat. De cet affrontement-là est né à partir de 1924 le mouvement des frères musulmans en Égypte, parce que Al-Azhar à ce moment-là était dans le camp ultra-conservateur. Et pourtant, on voit que cette question-là va tarauder quelques années plus tard les pays musulmans, parce que, en fin de compte, l'institution califale en elle-même, elle n'est pas propre aux Turcs à l'origine. Ils l'ont pris d'Égypte. Et donc, il était tout à fait possible pour le roi Farouk ou pour Ibn Saoud d'Arabie Saoudite d'aspirer à récupérer le califat. Et aucun des deux ne va le faire. Des Hachimites, peut-être. Des Hachimites qui n'étaient pas encore solidement installés. Les Hachimites n'étaient pas, peut-être s'ils étaient restés en Arabie Saoudite, mais ils n'étaient pas solidement installés. Donc les deux qui pouvaient prétendre à récupérer l'institution califale après sa dissolution, c'est le roi Farouk en Égypte et le souverain d'Arabie Saoudite, Ibn Saoud. Mais ni l'un ni l'autre ne veut récupérer cette responsabilité, parce qu'à ce moment-là, on ne voit pas d'avantage immédiat pour eux. On ne voit pas d'avantage immédiat pour eux. Il n'y a qu'au Maroc où le titre en lui-même qu'avait le sultan et le calife de Amir Mouminin a été récupéré par le souverain marocain. Mais ça se limite à ça. Pourquoi? Parce que c'est une responsabilité qui est importante, et je pense qu'aucun dirigeant n'avait les épaules suffisamment larges pour pouvoir assumer ça. Donc voilà, c'est tout pour cette question des fatwas qui avait lieu à ce moment-là. Avant d'arriver à la guerre de libération, je vais reprendre le souhait. Avant d'arriver à la guerre de libération, je voulais savoir, je voulais que tu nous dises un petit peu l'histoire, un aspect de l'histoire turque que nous connaissons mal. Je crois que c'est le non-alignement pendant la Deuxième Guerre mondiale, le deuxième conflit mondial.
la Turquie a eu apparemment un besoin un petit peu de retrouver son souffle et puis de construire son pays, et justement de ne pas être aligné sur de rester neutre pendant le deuxième conflit mondial. Avant d'arriver justement au sujet de la guerre des libérations, c'est-à-dire comment ça s'est passé de 1939 jusqu'à la fin des années 40, comment la Turquie a joué sa partie durant cette période. Oui, la Turquie a opté plutôt pour la neutralité, parce que Mustafa Kemal, avant de mourir, avait donné des consignes très très précises à son gouvernement, leur disant qu'il n'était pas dans l'intérêt de la Turquie de s'engager dans un autre conflit, étant donné qu'au cours de la Première Guerre mondiale, ils ont perdu leur empire. Et suite à cette perte-là, elle s'est retrouvée donc amoindrie et affaiblie. Donc la préoccupation des dirigeants turcs à ce moment-là, c'était de penser leur plaie, comme l'Espagne du général Franco aussi, et qui a opté pour la neutralité, parce qu'elle affirmait qu'elle n'avait pas suffisamment les ressources et la force nécessaire pour s'engager dans un conflit qui n'était pas le sien. Donc, quoi qu'on dise, cette neutralité, elle a été obtenue moyennant quand même négociation avec un certain nombre de protagonistes, et je pense aux Français qui ont donné donc la province de Hatay, qui est une province d'origine syrienne, qui a été donc concédée par les Français aux Turcs. C'est l'actuelle région d'Antioche, qui a été frappée par le séisme. Qui a été frappée par le séisme. Donc c'est une région arabophone d'expression, c'est un dialecte syrien qui parle, et elle a été donc offerte par les mandataires français aux Turcs afin d'acheter en quelque sorte leur neutralité, ou du moins pour qu'ils n'entrent pas en conflit contre les pays de l'Alliance. Cette neutralité, ils vont la conserver quasiment jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Revenons justement aux trois personnages que tu as cités tout à l'heure, qui étaient un petit peu sous influence de la tradition, on va dire, kémaliste. Parmi ces trois personnages, il y en a un qui a joué un rôle important dans les instances du FLN. C'est Farhat Abbas, qui a rejoint donc le mouvement de l'UDEMA, a rejoint après le FLN vers les années 56, je crois. Et est-ce que du coup, les idées, on va dire la révolution kémaliste, c'est-à-dire la guerre d'indépendance turque, est-ce qu'elle a pu après infuser dans le FLN pendant la guerre de libération, par exemple? Est-ce qu'on a des preuves? Est-ce qu'il y a des traces ou même pendant la constitution pendant la rédaction de textes, des textes fondateurs du FLN, est-ce qu'on peut trouver des éléments qui peuvent attester d'une quelconque influence de la pensée de Kemal ou de la pensée turque sur le mouvement révolutionnaire algérien? Donc, Farhat Abbas a rencontré discrètement des responsables turcs, diplomatiques turcs au Caire, donc à partir de 57, 58, 59 notamment. Il les a rencontrés, et par la suite, suite à ces contacts-là, ils ont pris l'engagement avec l'ancien Premier ministre libyen, qui était sous l'autorité d'Idriss Snoussi, Halimi, qui lui va demander donc des armes pour le compte du FLN, mais qui seront bien sûr répertoriées comme étant des armes destinées à l'armée libyenne. Donc les Turcs vont accepter Süleyman Demirel, donc le Premier ministre Süleyman Demirel, qui a pris la tête de la nation turque au cours des années 50 et qui a succédé donc au Parti républicain. Lui, il va accepter de donner un coup de main au FLN après la bataille d'Alger en 1957, mais de la manière suivante en fait. La caractéristique justement de la Turquie à ce moment-là, on disait que la Turquie c'est un janus géopolitique, c'est un janus. C'est-à-dire qu'officiellement, eux... double face. Oui,
ils n'ont pas le choix. C'est véritablement, ils vont montrer deux faces. Étant donné qu'à ce moment-là, c'est un pays qui est membre de l'OTAN et qu'ils ont besoin de l'OTAN pour faire face au péril communiste. Juste une question, quand est-ce qu'ils ont adhéré à l'OTAN, une date 1951. 51. Oui, oui, tout à fait. C'est avec Hanan Mandales qu'ils intègrent l'OTAN parce qu'ils craignent les velléités de Staline sur les détroits, le détroit du Bosphore et le détroit des Dardanelles. Il y a une autre raison aussi, c'est que, bon, il y a la question par rapport à l'Algérie, même Turgot Özal, quand il est venu effectuer sa visite en Algérie en 1985, il va expliquer en aparté la position de la Turquie, qui était la suivante. Leur préoccupation immédiate, c'était Chypre. Chypre, qui à cette époque-là, était sous domination britannique. Mais comme il y avait une minorité turque, il fallait trouver une solution à la question chypriote, et ils avaient besoin, bien sûr, des pays occidentaux pour pouvoir régler ce problème-là. C'était immédiat, ça les concernait eux. Et c'est pour ça qu'ils ont une attitude plutôt en faveur des Français, puisqu'ils partaient du principe que la question chypriote, comme la question algérienne, ça relevait donc du droit interne, aussi bien britannique que français. Mais par la suite, en fait, après le coup d'État qui a été fait par l'armée en 1960, l'armée turque va petit à petit évoluer de manière plus radicale, puisque une fois que la question chypriote a été réglée, que Chypre a eu son indépendance, les Turcs étaient moins liés aux Occidentaux, et à ce moment-là, ils ont accepté par ouvrir une représentation du FNN en Turquie, et c'était le colonel Ouhamran qui était le représentant du FNN sur place. En 60, donc, en 1960. 61. À partir de 61, ils finissent par reconnaître pleinement le FNN. Mais entre-temps, il y a eu des convois d'armes en 1957 et en 1959 qui ont été acheminés en Libye. Donc les Turcs ont envoyé à peu près en tout 400 mitrailleuses, 4000 fusils, beaucoup d'armes. Donc c'est grâce par exemple à la grande famille Senoussi qui est d'origine algérienne que ce deal a pu... Oui, il y a eu un deal en fait, c'est-à-dire que Idriss Senoussi, qui est d'origine algérienne, a demandé à son Premier ministre, donc, et surtout au chef de l'armée turque, au chef de l'armée libyenne. À l'époque, le chef de l'armée libyenne était turc. Pourquoi? Parce que les Turcs étaient restés en Libye jusqu'en 1912. Donc on pouvait trouver au cours des années 50 des responsables libyens qui parlent turc. Oui, des responsables qui parlent turc. Et d'ailleurs, beaucoup d'Algériens, par exemple, se sont engagés en 1911 et en 1912 dans la guerre contre les Italiens, dans la Tripolitaine, parce que la Libye, c'est juste à côté de la Tunisie et de l'Algérie, et quand les Turcs vont se battre contre l'armée italienne qui est venue pour les déloger et occuper la Tripolitaine, il y a pas mal de ressortissants algériens qui sont partis se battre sur place. Et dans pas mal de familles algériennes, pour ceux qui ont assuré la transmission, ils savent que des membres de leur famille sont partis et sont allés à Tripoli. Donc, les Turcs l'ont dit eux-mêmes, l'Algérie, c'est le deuxième pays qu'ils affectionnent le plus dans le monde arabe, juste après la Libye, parce que géographiquement, c'est la plus proche, et que parce que c'est là où ils sont restés le plus longtemps, en Afrique du Nord. Donc, quand ils ont quitté la Libye en 1912, eh ben, en 1950, on trouvait des Turcs parmi les élites, les élites libyennes qui s'exprimaient donc en turc et en arabe. Donc c'est pas étonnant que le chef d'état-major de la Libye, aux années 50, sache parler turc et arabe. Donc c'est lui qui va servir d'intermédiaire entre l'armée turque et l'armée, entre l'armée turque, la Libye et l'ANN. Parce que l'ANN, celui qui était en charge donc, des affaires de l'ANN en Libye, c'était Boussouf qui était sur place, avec le mal qu'il savait écouter. La création de la base des gauches. Donc, toutes les transactions qui ont lieu entre les Algériens et les Turcs
ça relève des services secrets, généralement. Et parce que du côté turc aussi, pour des raisons diplomatiques évidentes, ils n'en ont pas parlé. C'est resté, il n'y a uniquement que la presse de l'époque qui a relaté ces faits-là, puisque bon, si la presse turque avait parlé justement, avait dit que le 17 novembre 1957, il y a un cargo, le cargo Ardahan, sous les ordres du général Sezen, avait convoyé une expédition vers Tripoli. Et une autre cargaison a été envoyée aussi en novembre 1959 en Tunisie. Alors la cargaison qui a été envoyée d'armes, qui a été envoyée en Tunisie, les Français ont pris connaissance vis-à-vis de leur service secret, avaient pris connaissance et ont convoqué l'ambassadeur de Turquie. Donc ça a soulevé des protestations des deux pays. Oui, exactement. Parce qu'ils ont estimé que cette façon d'agir de la part des Turcs était tout à fait déloyale. Et il y a eu un échange très musclé. Est-ce que les instances de l'OTAN se sont emparées de ce problème-là? Parce que c'est deux pays de l'OTAN qui sont pas en conflit, mais ça a soulevé des protestations entre deux pays de l'OTAN sur une question à l'époque un peu interne. Disons que le premier pays de l'OTAN, c'était les États-Unis. Oui. Et à ce moment-là, les Américains savaient pertinemment qu'il y avait des convois d'armes qui étaient envoyés vers l'Algérie, puisqu'ils ont eu, à ce moment-là, des faits. Ils ont eu la bénédiction du sénateur Kennedy, qui était d'accord, et ils ont eu la bénédiction aussi d'un des chefs de la CIA, qui était George Herbert Bush, et qui était en contact avec Sagar. Déjà à l'époque. Oui, George Herbert Bush, qui était un des chefs de la CIA. Qui était un jeune directeur. Oui, c'est pas rien être jeune directeur de la CIA à ce moment-là, parce que George Herbert Bush, c'est-à-dire il a été président. Il est le futur président. Le futur président qui va devenir peu de temps après, avant d'être vice-président et président, directeur de la CIA. Mais c'était déjà un des directeurs de la CIA, et la CIA était au courant, savait qu'il y avait des armes qui allaient vers le FLN, et savait très bien que la Turquie faisait ce genre de transactions. Mais ils ont fermé les yeux sur ça parce que pour eux, la Turquie, c'était en quelque sorte le pendant de Cuba pour les Russes. Parce que les Américains voyaient la crise des missiles de Cuba se mettre en place. Cuba, c'était une épée de Damoclès russe pour les Américains. Et les Américains avaient besoin de la Turquie pour contrebalancer. Donc, parce que les gens ne le savent pas, mais comment la crise des missiles a fini en 1962. C'est que si les Russes avaient installé des missiles à Cuba, les Américains, ils en ont fait de même en Turquie, qui est juste à côté. Donc c'était l'équilibre de la terreur, en quelque sorte. Ça, on l'a su que dernièrement, que Khrouchtchev, oui. Khrouchtchev et JFK, donc Kennedy, avaient justement parlé de cet échange-là. En fait, le public, l'opinion publique internationale ne connaissait pas, ne connaissait pas toute l'équation. Oui. L'équation était l'absence de la question turque d'une base, la base de missiles en Turquie ne se posait pas encore. Oui, donc on avait une partie juste du problème. On ne le voyait pas sous cet angle-là, mais il faut savoir que ce qui se passe, c'est que la priorité à ce moment-là, de plus en plus pour les Américains, le conflit algérien, comme il était en train de s'enliser, de s'éterniser, ne voulaient pas que cette question-là soit récupérée par leurs adversaires communistes, qu'ils soient russes ou chinois. Parce qu'à partir du moment où Mao Tse-tung, en 1958, a reconnu le FLN, il était urgent pour les Américains, ça il a fait savoir au général de Gaulle, de trouver une solution rapidement, parce qu'il n'était pas question que les communistes ou que les Russes soient les bénéficiaires immédiats à terme. Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, ils ont commencé à fermer les yeux et à accepter le fait que la Turquie joue leur rôle, joue un peu le jeu en quelque sorte. Mais ça fait partie de ce processus qui se met en place progressivement, dans lequel la diplomatie algérienne va finir par triompher, parce que des hommes comme Chanderly ou comme même Boussouf étaient au courant de ces transactions-là. Mais bon, ils ne pouvaient pas
le crier sur tous les toits, et ça d'abord. Deuxièmement, il y avait aussi quand même des rivalités au sein même du FLN entre ceux qui étaient au Caire. Il faut savoir que l'Égypte, à ce moment-là, est un pays adversaire de la Turquie. La Turquie faisait partie de l'OTAN, mais faisait partie aussi du pacte de Bagdad. Donc, dans le pacte de Bagdad, il y avait l'Irak, la Syrie, et c'est une alliance en quelque sorte entre les pays occidentaux et les pays du Moyen-Orient. Mais l'Égypte nassérienne, elle aspirait plutôt à aller dans un sens plutôt pro-soviétique. C'était avant que l'Irak ne tombe dans l'escarcelle baathiste. L'Irak était Oui, encore un pays... Oui, bien sûr. Oui, parce qu'à ce moment-là, c'était le roi Faisal qui sera exécuté par la suite. Mais la Turquie se voulait être le chef de file des pays du Moyen-Orient pro-occidentaux. Oui, occidentaux. On ne disait pas voilà, on disait pro-occidentaux, et c'est pour ça que le pacte de Bagdad a été institué en 1955. Sauf que quand Nasser va prendre le pouvoir en Égypte, il va contester ce fait-là, et donc les Algériens, au départ, ils vont tenir compte, puisqu'ils sont tributaires de l'aide égyptienne, ils vont prendre en compte cette rivalité entre eux. Est-ce qu'on peut parler de surenchère entre les deux pays concernant l'aide apportée au FLN, c'est-à-dire le transfert en termes de transfert d'armes? La surenchère, elle est entre la Turquie et l'Égypte. La surenchère, à qui mieux qui va faire la surenchère, elle est juste au niveau du leadership. Au niveau du leadership, oui. En ce qui concerne l'aide en elle-même, non, ils ne sont pas arrivés jusqu'à ce niveau. L'aide était presque négligeable par rapport à ce que l'Égypte envoyait. C'est-à-dire elle était symbolique. Il y avait peut-être, non, par rapport au transfert d'armes venant d'Égypte. Chacun agissait à son niveau. Je pense que l'aide qui a été apportée par les Turcs, par exemple, il y a une importante aide humanitaire via la Croix-Rouge. Ils ont envoyé beaucoup de dons pour les réfugiés algériens, notamment qui étaient au Maroc et en Tunisie, plus que les Égyptiens. Les Égyptiens, leur aide, ça va être une aide beaucoup plus militaire en quelque sorte, et logistique. Alors que les Turcs vont agir différemment. Ils vont agir dans un sens même beaucoup plus humanitaire par la suite. Et c'est pas rien, parce qu'il y avait 1 million de réfugiés algériens qui étaient en Tunisie et au Maroc, dans des conditions de vie déplorables. Donc chacun agira à son niveau, et en tenant compte de la rivalité qui existait, de cet antagonisme turco-arabe sur lequel la France, à ce moment-là, avait joué et espérait gagner, en se disant que Turcs et Égyptiens n'allaient pas se mettre d'accord sur la question algérienne, puisqu'il y avait un antagonisme entre les Arabes et les Turcs depuis 1916. Mais finalement, la situation a évolué différemment. Je voulais qu'on aborde, on va dire les dernières années de la guerre, de libération, c'est le jeu des coulisses. Par exemple, dans les instances onusiennes, que ce soit à New York ou à Genève, comment par exemple la Turquie a joué est-ce qu'elle a joué un jeu, comment elle a travaillé, est-ce qu'elle a par exemple, on sait que Chandali, le patron de la diplomatie algérienne de l'époque, était établi à New York. Il a épousé une citoyenne américaine, et Chandali dans son danse turque. Est-ce que ça a joué? Est-ce que lui, il a pris attache avec les diplomates turcs à l'époque? Est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur est-ce qu'il y avait une activité diplomatique importante au demeurant juste avant l'indépendance? Oui, dans les dernières années. Les 2 dernières années ont été marquées donc, par le revirement définitif de la Turquie du côté du FLN. C'est-à-dire qu'un bureau de liaison a été ouvert par les Algériens au sein de l'ambassade de Libye qui se trouve en Turquie. Et c'est le colonel Orhan qui a été chargé de représenter les intérêts du FLN
en Turquie au sein de cette ambassade-là. Deuxièmement, les militaires, quand ils ont fait le coup d'État contre Demirel en 1960, en 1961, le général Gürsel, les Turcs ont proposé, quand ils ont vu que les négociations entre les Algériens et les Français s'enlisaient, les Turcs ont proposé leur médiation en 1961 pour faire accélérer le processus. Accélérer les négociations. Les négociations, mais les Français vont refuser sèchement et froidement. Voilà, ils ne vont pas être d'accord. Mais ça a été la seule initiative de la part des Turcs à un niveau international entre les deux protagonistes, entre les Algériens et les Français. Voilà. Et après, il y a une question, c'est normal, qui se pose, c'est vraiment les relations, on va dire, entre les chefs de la République turque et puis les chefs du FLN victorieux, donc indépendantiste, qui ont gagné après en 62, et après, c'est dans les premières années de la République algérienne, comment se passe ces premiers mois, ces premières années entre Ankara et Alger? Alors, au début, les premières années de l'indépendance algérienne, les relations vont être presque au point mort entre les deux pays. Presque au point mort. Ça, c'est dû à quoi? Je vais vous l'expliquer. La raison était due au fait que les responsables algériens qui ont présidé les décennies de l'Algérie à ce moment-là, ce n'étaient pas des gens qui ont eu des contacts, ce n'étaient pas des interlocuteurs immédiats ou secrets des Turcs pendant la guerre. Je pense aussi bien au président Belbela que Boumedienne par la suite. Les deux ont séjourné en Égypte et les deux n'ont eu aucun contact avec la Turquie. Et mieux que ça, ils n'ont pas très bien saisi donc, les nuances de la politique étrangère turque à ce moment-là, parce qu'ils n'étaient pas en relation avec elle, contrairement à quelqu'un comme Boussouf. Donc, ce qui fait que, au cours des premières années de l'indépendance, l'Algérie n'aura pas d'ambassade en Turquie. Donc, alors que la Turquie, elle, va avoir une ambassade ici à Alger. Et les Algériens vont trouver comme bon prétexte le fait que leurs finances ne leur permettaient pas à ce moment-là d'ouvrir une ambassade à Ankara, que ça ne saurait tarder. Mais ça, c'est dû au fait que les relations étaient en quelque sorte au point mort. Ces relations vont se réchauffer progressivement au cours des années 80, lorsque un ancien Premier ministre turc qui était connu à l'époque, c'était Turgut Özal. Turgut Özal était venu en visite en Algérie à Alger, et dès qu'il était arrivé, il maîtrisait bien ces dossiers. Il avait rapidement expliqué à ses interlocuteurs algériens les conditions très délicates de ce jeu d'équilibrisme de la Turquie pendant la guerre d'Algérie, et dans laquelle, malgré tout, il a présenté ses excuses à un Premier ministre turc, Turgut Özal. Il a demandé aux Algériens qu'ils puissent comprendre leur situation, qui était loin d'être simple jusqu'à maintenant. Tu peux développer justement pourquoi il s'est excusé justement auprès du peuple algérien? Il y a eu, en fait, il y a eu des contacts entre les Algériens et Turgut Özal avant sa visite. Et étant donné que les Algériens, jusqu'à maintenant, ils communiquent très peu sur cette période-là, donc la population algérienne, elle ne sait pas grand-chose de l'attitude de la Turquie, et ça n'a pas été corrigé par la suite. C'est-à-dire, elle a fait double jeu. Et eux, ce n'est pas ça qu'ils ont vu en Algérie. Ils ont vu une attitude beaucoup plus froide de la Turquie, pour eux, qui était en quelque sorte indifférente au sort des Algériens. Alors qu'à Istanbul et Ankara, en 1960 et en 1961, il y avait eu beaucoup de manifestations des étudiants turcs, aussi bien à Istanbul qu'à Ankara, pour soutenir la cause algérienne. Mais ces manifestations-là n'avaient pas été relayées par le pouvoir colonial, ils n'en parlaient pas,
Et elle n'avait pas été relayée par Radio Le Caire aussi. Parce que Le Caire, il ne disait pas que les Turcs manifestaient pour les Algériens, étant donné que c'était des adversaires avec eux. Donc, ce qui fait que les Algériens, à l'époque, qui suivaient l'actualité turque via la presse arabe, essentiellement égyptienne ou francophone française, ne savaient pas que la société civile turque s'était engagée pleinement pour la révolution algérienne. Et par la suite, bon, du fait que la Turquie n'était pas membre de la Ligue arabe, ce n'étaient pas des dirigeants qu'on allait retrouver très rapidement. Il y a ça aussi. Puis il y a le fait aussi que l'Algérie socialiste va s'orienter davantage, va considérer aussi en quelque sorte la Turquie comme étant dans l'autre camp, c'est le camp de l'OTAN, c'est le camp des adversaires, dans le camp impérialiste. Donc il faudra attendre dans les années 80 pour que quelqu'un qui était assez loquace, comme Turgut Özal, il a étudié le dossier et tout, et dès qu'il arrive à Alger, pour rendre visite, première visite d'un responsable turc en Algérie, à ce moment-là, il va expliquer la position de la Turquie, et il présentera ses excuses en disant que si les Algériens ont estimé n'ont pas été soutenus ouvertement par la Turquie, c'est parce qu'on n'avait pas le choix, on avait nos propres contingences. Voilà. Il ne s'était pas excusé pour le dé Hussein, non, c'est pas pour l'abandon de l'Algérie. Je reprends cette question-là parce que oui. Quand tu m'as parlé de Turgut Özal 85 qui vient s'excuser, oui. Je dis parce que c'est un retour symbolique. Un chef turc qui revient à Alger des années, la première visite. Oui. Dans l'Algérie indépendante, il y a une force symbolique très, très puissante, quoi. Oui. Alors là, par rapport à ça, en fait, il n'allait pas se prononcer. C'était pas de son ressort d'abord parce que lui, c'était le Premier ministre de la République de Turquie, qui n'est pas l'héritier de l'Empire, de ce point de vue-là. Et puis il y a autre chose aussi, c'est qu'au moment où le Dé Hussein était parti d'Alger, paradoxalement, à ce moment-là, l'Algérie était largement autonome. Elle avait ses propres représentations diplomatiques. Donc en quelque sorte, c'était aux Algériens à assumer par la suite le cours des événements. Mais rendre responsable l'Empire ottoman directement, ce n'était pas possible, parce que, je peux en parler plus longuement, mais en 1834, donc 4 ans après le départ du Dé Hussein, le bey de Constantine et les Constantinois ont envoyé une lettre au Parlement britannique pour critiquer l'attitude de l'Occident en disant comment pouvez-vous intervenir pour libérer les Grecs du joug ottoman alors que nous en Algérie nous faisons face à une invasion et une occupation. Donc le bey de Constantine a contacté les responsables britanniques et il a contacté également le responsable le sultan à Istanbul pour lui demander de l'aide et pour lui dire que les sujets algériens sont toujours des sujets du sultan calife. Même si l'Algérie était dans les faits quasiment indépendante, mais elle était toujours rattachée symboliquement au sultan calife. C'est-à-dire qu'elle était membre quand même d'une alliance, et cette alliance pouvait être opérationnelle dans le cas où l'Algérie, pays musulman, se faisait attaquer par une puissance non musulmane. Et c'est à ce titre-là qu'avait agi le bey de Constantine en 1834. Mahmoud, le sultan qui va venir en 1837, par la suite, il a envoyé une escadre pour venir en aide aux Algériens. Il y a eu des péripéties du côté de Tunis, ça on en avait parlé la dernière fois, mais il y a eu des tentatives de leur part qui ont tourné court, mais ils n'ont pas été sourds à l'appel des Algériens. Il faudrait plutôt que ce soit la presse algérienne qui en parle plus. Il y a pas mal d'éléments qui ont été mis en sourdine comme ça, mais les choses ne se sont pas passées de manière aussi univoque. J'ai une dernière question à poser avant de passer aux questions du public. C'est une question qui est en rapport justement après l'indépendance. On va dire c'est la pensée de la République algérienne, c'est-à-dire la structure même de l'État algérien. Est-ce qu'on peut y voir une influence quelconque de l'armature de l'État turc et même de l'histoire? Est-ce que par exemple, je ne sais pas,
Est-ce que par exemple l'armée algérienne ou la structure étatique profonde algérienne s'est inspirée d'une manière ou d'une autre de la République turque, de Kemal Atatürk, et même est-ce qu'il y avait une sorte de porosité entre les deux trajectoires? Par exemple, entre Holi Boumedienne, par exemple, et je pense qu'il était intéressé certainement par ce personnage aussi important, aussi considérable qu'était Kemal Atatürk, qui sauve le pays de la destruction complète, et puis qui bat les Britanniques, les Français, et puis qui sont victorieux et qui fondent une république, qui fonde un État, qui même crée un État avec plusieurs. On en avait parlé lors de la première conférence. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, il y a quand même quelques éléments comme ça d'influence sur le jeune État algérien? Là, je te parle des premières années, des premières décennies, peut-être des 20 premières années. Et même cette année. Ça, on parlera de ça la semaine prochaine. D'accord. Je parlerai à titre symbolique cette année. En 2022, ça a été le 60e anniversaire donc, de l'indépendance de l'Algérie. Et donc, à ce titre-là, pour les gens qui ont eu l'occasion de jeter un coup d'œil sur le port d'Alger le 5 juillet, il y avait un voilier, un grand voilier, au large d'Alger. Ce voilier-là, il appartient à l'armée turque. Ce voilier, en fait, c'est en quelque sorte, c'est comme l'auto-école. C'est un voilier qui permet aux marins turcs de faire leur instruction, leur toute première instruction pour devenir par la suite marin. Et c'est une tradition qui a été maintenue dans la marine turque depuis ce moment-là. C'est le seul navire qui appartient à un pays, à une puissance étrangère, qui est autorisé par l'Algérie à participer aujourd'hui à un défilé algérien. C'est-à-dire 200, c'est-à-dire 1830, c'est-à-dire c'est 500 oui, ça ce voilier-là, parce que lorsque la marine, lorsqu'il y a un défilé de l'armée algérienne, c'est un défilé de l'armée algérienne, c'est le seul navire qui appartient étranger qui peut participer à un défilé de l'armée algérienne ici, c'est le seul. Il n'y a que la Turquie qui peut le faire. Il n'y a que ce voilier turc qui peut pénétrer dans l'enceinte, c'est-à-dire au sein des forces navales algériennes, puisque c'est eux qui sont quasiment les fondateurs de la marine algérienne au XVIe siècle. Ce sont eux les Turcs. Donc ce navire-là, qui était présent en juillet 2022, qui est resté plusieurs jours ici, on le voyait de loin, c'est un navire qui appartient à l'armée turque, et c'est, à titre symbolique, c'est pour former des élèves turcs. Donc il est autorisé à venir. Il a participé au défilé donc, du 5 juillet 2022. Donc il est là et on le voit à ce niveau-là, à titre symbolique. Maintenant, d'un point de vue institutionnel, oui, il y a une survivance. Le poids, par exemple, l'institution collégiale, lorsqu'il y avait eu l'interruption du processus électoral en 1992, et donc qu'un HCE a été mis en place, une direction collégiale a été mise en place. Cette façon de procéder provient aussi de l'ancienne régence. Il y a eu une sorte de HCE à l'époque. Oui, la régence c'est un mode de fonctionnement de la régence d'Alger pendant les 3 siècles, c'est-à-dire avant de désigner un bey, un bel bey ou un dé, c'est une direction collégiale qui se réunit, qui assume le pouvoir et qui décide d'un chef. C'est pour ça que l'Algérie, par exemple, après Messali Hadj, à un moment donné, il pouvait espérer devenir un zahid. Le zahinisme en Algérie n'a quasiment pas sa place, comme en Égypte ou en Tunisie même, ou dans d'autres pays arabes, parce que c'est un pays qui a hérité de ses traditions militaires, de l'OJAK, c'est-à-dire de l'institution turque qui était présente ici en Algérie. C'est toujours une direction collégiale qui décide de mettre en place un de ses pairs.
C'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça que ça s'est passé. La façon avec laquelle, par exemple, le président Chadli a été coopté, oui. C'est comme ça que ça s'est fait. C'est le collège qui se réunit, et donc c'est le collège qui désigne un de ses pairs. Les Américains, ils diront que c'est une sorte de suffrage universel indirect. C'est ça qu'on entend. Oui, indirect parce que c'est aux États-Unis, par exemple, c'est pas un suffrage universel direct, c'est le suffrage universel indirect. C'est le grand collège le grand collège qui se réunit et qui décide et qui désigne le chef de l'État à ce moment-là, qui pour eux, en principe, n'est qu'un arbitre. C'est l'arbitre suprême les uns les autres, et qui peuvent à un moment donné le révoquer s'il y a quoi que ce soit. Et ils le font. Ils le révoquent parce que quand ils ont mis en place tel ou tel day, ou tel day, et que ça s'est mal passé, ils peuvent l'éliminer. Puisqu'il ne joue plus son rôle d'arbitre. Voilà. Sur ce, moi je vais... Très bien. Merci. Ce fut passionnant, moi je vais m'éliminer du débat. Je vous donne le micro. Alors on prend un groupe, notre élève le plus, le plus assidu va prendre. Pardon. Donc, merci encore pour ce cycle intéressant. Alors, oui, je voudrais dire quand même que ces relations entre les deux pays ont toujours été accompagnées de beaucoup d'obscurité, de confusion, pardon. Et j'en ai pour preuve ce qui s'est passé en 2012, quand le Parlement français a comment dire, criminalisé ou institutionnalisé, légiféré plutôt, pénaliser toute atteinte à la mémoire arménienne par rapport au génocide, etc. Et le président turc avait protesté et lui avait invoqué les massacres commis en Algérie durant la colonisation et pendant la guerre de libération. Il y a eu une réaction étonnante ici, puisque le Premier ministre de l'époque, qui avait été, je ne citerai pas son nom, il a été multi-Premier ministre, tout le monde le connaît, et avait réagi en disant que l'Algérie ne voulait pas que la Turquie utilise sa mémoire, et surtout la mémoire de ses douleurs, dans, comment dire, comme un fonds de commerce. Voilà, ça avait été ces mots. Donc il y a ça. Il y a en même temps cette confusion, on la retrouve aussi même chez nous, hein, les Algériennes qui sont, comme je l'ai dit la dernière fois, on est toujours enclin à juger l'histoire, et au lieu, alors que l'histoire, il ne faut pas juger, il faut essayer de comprendre. Parce que ce n'est pas un tribunal, c'est des événements qui dépassent les groupes, les individus, etc. Donc, moi, je comprends bien tout ce que vous nous avez dit. Je me suis déjà un peu intéressé à propos de la position de la Turquie sur la question algérienne. Ok, je sais qu'ils étaient membres de l'OTAN, donc ils étaient prisonniers de cette alliance. Deuxièmement, il y avait la question de Chypre, puisqu'ils étaient en conflit sur la possession de l'archipel, et d'autres questions encore. Mais je me pose une question toute bête. Généralement, les questions les plus bêtes sont les plus intéressantes. Et je me dis, ah oui, il y a un événement qu'on peut dater, puisque la question algérienne, elle a été proposée plusieurs fois à l'inscription au débat des Nations Unies depuis 1955. Je ne sais pas combien il y a eu de tentatives de PV
on doit occuper un quart des archives de l'ONU là-bas, parce que c'est vraiment énorme. Des réunions de commissions, de groupes, dans l'Assemblée générale. Peut-être plus, hein, parce que c'est énorme. Hein, essayer de documenter là-dessus, tu vas voir, c'est impressionnant. Et on aboutit, je crois que c'est en octobre 1960, qu'il y a eu la fameuse résolution 176 du Conseil de sécurité, qui accordait l'indépendance, qui reconnaissait l'indépendance d'Algérie déjà. En 1960, résolution 76, on est OK. Or, quand on voit qui a voté, il y avait une seule abstention. Jamais compris pourquoi, c'est la Chine. Et les 10 pays présents au Conseil de sécurité ce jour-là, je ne sais pas où était passé le représentant chinois, ou il a été absent, ou ça va, ou là est-ce qu'il voulait se démarquer des autres. Parce qu'en fait, oui, ils pouvaient, à bon droit, se démarquer des autres, parce qu'eux avaient reconnu le CPRA déjà parmi les premiers. Mais bon, on a 10 représentants du Conseil de sécurité qui, ce jour-là, c'était le 4 octobre, je crois, 60, si mes souvenirs sont bons, j'y étais pas, mais j'ai vu ça, ont voté en faveur de l'indépendance de l'Algérie. Donc il y avait les États-Unis, il y avait tous les pays. Je ne comprends pas comment, avec la position américaine notamment, qui était quand même favorable. Attends, quand on voit que le bureau à New York, le bureau du FLN a ouvert en 58, je crois. C'était Itaman, et puis je ne sais plus qui, ils étaient 3 ou 4. Les Américains avaient accepté que sur le sol, leur sol, il y ait une représentation du FLN. Oui, tout à fait. Et donc, en quoi la Turquie était si gênée de devoir reconnaître... non, la Chine, oui, elle était elle est notée comme abstention. Non, mais la Turquie, parce qu'elle invoque son inscription dans l'OTAN comme un obstacle à tout ça. Or, des membres de l'OTAN ont reconnu... pas reconnu, mais à partir du moment où les Américains ont laissé donc, le FLN s'activer sur le territoire, leur territoire à eux, les Turcs vont faire la même chose avec le colonel Ouamran. Comme je l'avais dit tout à l'heure, l'ambassade de Libye a abrité une délégation algérienne qui était chargée de représenter l'Algérie auprès des Turcs à Ankara, en même temps que les Américains. Parce que c'était eux les parrains de l'OTAN, et à partir du moment où les Américains ont accepté la présence du FLN dans leur territoire, aussitôt les Turcs ont fait de même avec la délégation du FLN qui a ouvert ses bureaux au sein de l'ambassade de Libye à Ankara. Et c'était le colonel Ouamran qui représentait les intérêts du FLN en Turquie. Voilà. C'est un peu tardif, mais les Turcs se sont beaucoup positionnés par rapport aux paraméricains. C'est-à-dire que dès qu'ils ont eu les bras libres sur la question chypriote, aussitôt, par la suite, ils n'ont pas eu de velléité par rapport à ça, mais ils sont restés quand même toujours dans un cadre très formel en étant membre de l'OTAN. Il y avait toujours quand même après l'indépendance de l'Algérie, il faut dire que l'Algérie aussi par la suite, ils étaient au courant, les dirigeants turcs, que le président Boutella a opté rapidement pour le camp de l'Est, c'est-à-dire le camp qui était opposé à celui des Turcs. Et donc l'Algérie indépendante, ils l'ont vu venir aussi.
avec des gens comme Tristan Bubela et d'autres qui étaient beaucoup plus sensibles aux Syriens de l'Est qu'à l'Ouest. Et à ce moment-là, eux, ils privilégiaient bien sûr leur propre politique locale, sans bien sûr être sourds aux revendications algériennes. Oui, sûr. D'abord, je vous remercie, j'ai beaucoup appris. Je regrette d'avoir raté les 2 premières. Vous viendrez pour la prochaine. Inch'Allah. En général, à cette heure-ci, je dors. Ceci dit, bon, pour la dernière question de Ouamran, moi j'aurais inversé les choses. Il ne s'agissait pas d'ouvrir quelque chose en Turquie parce qu'on en aurait eu besoin. Est-ce que ce n'est pas plutôt pour écarter définitivement Ouamran du jeu politique au sein du FLN et du GPRA? C'est plutôt la mort politique de Ouamran qui explique, parce qu'on en voit là où il ne pourra rien faire. Une voie de garage. Chez moi, une voie de... Parce qu'ils l'ont enterré vivant en Turquie. Par contre, peut-être, avec votre permission, je vais insister sur ce que je crois être des manques. Vous savez, l'influence de la Turquie, oui, c'est Mustafa Kemal. Oui. À tel point que le premier mouvement politique organisé, c'est pas Messali Haj. Même si, comme vous dites un peu faussement... Oui, c'est pas Messali Haj, effectivement. Ça peut pas être... C'était pas Messali Haj. Il ne faut pas tout énumérer dans ce... Là, je vous comprends. Messali Haj, il est rentré dans une logique communiste. Socialisant, disons. Communiste, c'est l'international communiste qui a créé l'Étoile nord-africaine. Pour des raisons, évidemment, pour combattre le système colonial. Bon, mais peu importe, c'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est que, effectivement, on ne peut pas tout citer, mais on ne peut pas ne pas citer. Notamment. On ne peut pas ne pas citer le mouvement Jeunes Algériens, qui est l'héritier, si j'ose dire, ou le fils putatif du mouvement Jeunes Turcs, lui-même, qui relève qui a un lien dans l'idée du mouvement Jeunes Italien. C'est-à-dire c'est tout un circuit. Et le mouvement Jeunes Algérien, c'est un mouvement moderniste. C'est comme ça qu'on comprend comment l'héritier de ce mouvement Jeunes Algérien, c'est Fatah Abbès. C'est ça le lien. Ben Beldis, là, j'apprends. Bon, j'en prends, j'ai noté, pourquoi pas, d'accord. Ensuite, les problèmes entre l'Algérie et la Turquie, avant et après, c'est effectivement le vote systématiquement pour la France du délégué turc à l'ONU. Mais après l'indépendance, c'est un vieux problème qui traîne depuis 1948, c'est les liens diplomatiques, la reconnaissance d'Israël. Il y a un gros problème qui dure jusqu'à maintenant par rapport à Israël. Il nous est impossible intellectuellement d'admettre que demain le drapeau israélien va flotter dans une villa du côté d'Irak. La reconnaissance d'Israël, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pas par l'Algérie. Par contre, la Turquie, en tant que membre de l'OTAN, n'est pas contre son gré. Non, membre de l'OTAN parce que la perspective, c'est de devenir un pays rattaché à l'Europe. C'est qu'il faut... C'est peut-être la simple critique que je pose. Il faut voir les deux aspects de la Turquie. Et c'est pour ça que moi j'étais intéressé. Vous avez parlé d'ambivalence dans le titre. Oui. Janus, deux faces. Mais un Turc défend les intérêts de son pays, la Turquie. Mais c'est pas par peur. Moi je pense qu'il y a eu une adhésion. Je vous raconte une anecdote. On a envoyé un collègue apprendre l'Osmanli en Turquie. Il a été tout de suite inscrit dans la cité où il y avait les étudiants communistes les plus durs. Ah, ils ont dit oui, tu viens d'Algérie, non, alors ta place c'est là-bas. Et le islamiste, soft, il s'est retrouvé au milieu des rouges. Je ne sais pas s'il pouvait dormir la nuit, d'ailleurs il est revenu, il ne pouvait pas rester. Et c'est là, pourquoi je raconte cette anecdote, authentique, hein? Oui.
c'est un ancien collègue. C'est que les manifestations d'étudiants en Turquie en faveur de l'Algérie, ce n'est pas des manifestations de la société turque, c'est des manifestations de la gauche turque, avant qu'elle ne soit décimée à son tour. C'est ça, il faut faire très attention. C'est un petit peu ce qui se passait en France à l'époque. C'est un petit peu ce qui se passait en France. Bon, j'aurais eu... et tout ça, ce sont des interrogations. Hein. Je voudrais comprendre votre démarche. Alors, votre démarche. Justement, vous avez mis le doigt sur... Ah, pardon. Le navire-école, c'est pas le premier. Non. Pourquoi? Parce que les officiers chez nous marins, ils étaient dans le navire-école italien. Sauf, et c'est ça, vous avez très bien fait de souligner, jamais je crois que c'est l'Americo Vespucci, quand il venait à Oran, il venait à Alger, etc. Et c'était le navire-école, là où nos futurs officiers pratiquaient. Il paraît qu'il fallait faire la voile. Avant de faire les navires à vapeur, il fallait faire la voile. Exactement. Hein? Donc, c'est pas le premier. Et par contre, celui qui est venu, le navire militaire qui est venu, c'est le Salah Raïs. Et Salah Raïs, c'est qui? Ça a été un des pachas, enfin, ici dans notre pays, c'est celui, j'aime bien le répéter, qui, contrairement à la pratique, il va réunir ce qui était l'Est, héritier des Zianides, et l'Ouest des Hafsides, c'est-à-dire Bijaya, Constantine, Al-Naba, il va l'unir à Tlemcen, et ça va donner nos frontières d'aujourd'hui, à l'Est et à l'Ouest. Pas la frontière de Saint-Martin, pas la frontière du Kiss, hein, la frontière de la Moulouya. Ça, c'est pour répondre à tout ce débat complètement débile. Mais non, la frontière, c'était à la Moulouya. Par contre, la frontière avec le Oued Millet, avec la Tunisie, elle a bougé. Mais ça, c'est Salah Raïs. Celui qui était intervenu en 1700, c'est ça? En 1500. On est en 1551-55. On a eu un autre Salah aussi. Probablement. Voilà. Qui avait mené une guerre. On n'apprend pas à l'école, hélas, la liste de bey, etc. Et pour terminer avec cette question, je rappelle, je l'ai écrit, je l'ai dit, il y a un seul bey en Afrique, dans le nord de l'Afrique. Et il y a 5 beys. De Tripoli, Tunis, Médéa, enfin, Mascara, Oran, Constantine, je l'ai sauté. Il y a 5 beys, mais un seul bey, parce que c'était la wilaya, on appelait ça, pour ceux qui disent que l'Algérie n'avait pas de nom, le mot Algérie, c'est Berbeguet qui l'a donné, ça. On appelait ça wilaya al-Gharb, wilaya al-Jazair al-Gharb. Mais le Gharb, c'est pas Oran, non, le Gharb par rapport à Istanbul. Oui, bien sûr. L'Ouest. Oui, l'Occident. Exactement. Et c'était Alger qui était la capitale de tout ce beau monde. Et l'historienne tunisienne Fatiha ou Fatma Ben Slimane parle bien carrément d'un protectorat direct du bey sur le bey de Tunis. Oui, exactement. D'accord? Oui. Donc voilà, en gros, bon, j'ai pris beaucoup de notes parce que je travaillais sur ça. Peut-être qu'un jour, dans une autre vie, je reprendrai, mais enfin, et voilà, je vous dis merci. Oui, merci. Je voudrais compléter justement votre affirmation. Oui. Comme il est très modeste, et j'aimerais quand même qu'il se présente. C'est M. Fouad Soufi qui écrit, qui a été responsable des archives. On est enchanté par sa présence. Non, il ne faut pas trop. Voilà. Non. Mais elle m'aime beaucoup, alors. Oui, c'est vrai. Non, mais il faut que les gens sachent qui tu es quand même. Oui, vous avez commencé par parler des manifestations à Istanbul en disant que c'était essentiellement des étudiants de la tendance gauchisante, progressiste. Il semblerait qu'il y ait plusieurs milieux
Mais ceux qui étaient le plus en vue, c'était des sympathisants notamment du CHP actuel, qui était à l'époque le parti de Mustafa Kemal. Et il y avait un journaliste qui avait fait ses classes à ce moment-là et qui est devenu par la suite Premier ministre, c'est à travers l'affaire algérienne, Bülent Ecevit. Bülent Ecevit, ça a été le dernier Premier ministre turc avant Erdogan. Voilà, c'est lui qui représentait le CHP et il avait fait ses classes en 1957 pendant la guerre d'Algérie. C'était là-bas où il s'était distingué. Et je ne sais pas pourquoi nous, en Algérie, nous n'avons pas gardé de contact avec, par la suite, parce que Bülent Ecevit était, lui, engagé. Il n'a pas eu à présenter des excuses ou quoi que ce soit pour l'Algérie, parce que lui, il s'est engagé en tant que journaliste et en tant qu'intellectuel, jeune intellectuel turc, au cours des années 50. Et il va devenir par la suite, je crois, 2 fois chef de gouvernement turc, jusqu'à quasiment l'arrivée d'Erdogan au pouvoir en 2002. C'était lui, Bülent Ecevit, qui s'était Bülent Ecevit, très connu. C'est le seul chef de gouvernement turc issu de la nouvelle génération qui s'était engagé aux côtés de la révolution algérienne et dont on parle quasiment pas du tout chez nous. C'est dommage. On n'en parle quasiment pas du tout. Et quand il a été chef du gouvernement en Turquie, c'est vrai que c'était un moment où l'économie turque tanguait, parce qu'il y avait eu les problèmes de l'inflation et de la chute de la lire turque, mais malgré tout, bon, l'Algérie aussi a traversé aussi une période qui était délicate aux années 90, mais c'était des gens qui se sont engagés personnellement aux côtés de la révolution algérienne pour réveiller la conscience du peuple turc. On a une question, donc. Ah, tu vas aider là. Non, Là, ta étude d'effectuer. Ah, c'est mieux. Elles ont tenté, ça va? Non, c'est égal. Ah ouais, Je peux. Non. Bonsoir. En récapitulant tout le récit à travers les trois conférences, je trouve que l'influence kamaliste est assez timide. Tout ce que vous avez raconté à propos de l'influence, elle est plus conjoncturelle, elle est plus comme une lueur d'espoir symbolique, etc., sachant que le mouvement nationaliste a été construit dans le pays arabe en général, à travers le pana-islamisme et l'influence communiste. Peut-être que vous pouvez nous éclaircir sur cet aspect. Ma deuxième question, par rapport à Abdelmallah Boumediene, vous avez parlé qu'ils n'ont pas bien saisi la main tendue des Turcs. Ça, un autre éclaircissement. Ça. C'est une question un petit peu, comment dire, excentrée, hein. C'est pas par rapport à ce sujet, mais en fait, c'est concerne la Turquie également. Je voudrais savoir par rapport à l'incident qu'il y a eu avec le journaliste turc de l'ambassade d'Arabie, enfin, qui a été gardé de force au niveau du consulat de l'Arabie Saoudite. Voilà, oui. Il a été tué, surtout. En rondelle. Il a été tué en rondelle. Il n'a pas été retenu. Il a été haché menu. Oui. C'est vrai qu'il était d'origine turque. Donc, est-ce qu'il y a une interprétation de synthèse de ce gros incident diplomatique presque on peut avoir des échos loin, ça fait beaucoup de remous. Donc, comment est l'interprétation en tant que spécialiste de la Turquie de quel motif ça. Nous avons saisi la question, il va répondre. Ouais. Oui, pour revenir à l'influence du mouvement kémaliste, donc dans la scène politique
des pays arabes et même musulmans, parler de timidité, c'est une façon de voir les choses, en fait, la timidité à quel niveau. Si c'est au niveau politique, il faut savoir que les dirigeants des pays arabes, tous les dirigeants progressistes qui vont venir après Mustafa Kemal, au XXe siècle, vont être influencés soit par sa façon de voir, ou soit par sa façon d'agir. Je vais commencer par le plus grand pays arabe, l'Égypte. En 1952, quand les jeunes officiers égyptiens vont prendre le pouvoir et renverser la monarchie, renverser Farouk, ben, ils vont s'inspirer de l'action de Mustafa Kemal, avec le général Najib et le colonel Abdel Nasser, qui va présider les destins de l'Égypte par la suite. Ça, c'est pour le plus grand pays arabe. Idem aussi en Tunisie, quand le 25 juillet 1957, à l'occasion de la fête de l'Aïd, Bourguiba était allé souhaiter bonne fête au pays de Tunis. C'était d'une part pour lui souhaiter bonne fête, et d'autre part pour le déposer. C'est un coup d'État, le jour de la fête de l'Aïd. Il est parti pour lui souhaiter bonne fête, et puis il l'a déposé le jour même. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va le mettre dans un 2 pièces, il mourra quelques années plus tard à Tunis. Lui aussi, Bourguiba, il va être influencé par l'action de... Bourguiba va être influencé par l'action de Mustafa Kemal. Et je peux donner d'autres exemples de pays arabes, notamment en Syrie, notamment en ce qui concerne la Syrie. L'Algérie de manière moins visible, hein, c'est-à-dire que après l'indépendance de l'Algérie, bon, l'influence kémaliste elle est plus diffuse, mais elle est présente quand même, hein, parce qu'au cours des années 60, on est très à l'écoute de ce qui se passe en Turquie, d'autant plus que l'armée turque va continuer à jouer un rôle très important dans ce pays-là, puisqu'elle fera un coup d'État en 1960 et un autre coup d'État en 1980 avec l'arrivée au pouvoir de Kenan Evren. À chaque fois que les principes donc, du kémalisme semblent être remis en cause par un dirigeant politique turc, l'armée était à l'époque la garante des constantes nationales et elle intervenait à chaque fois. Et donc le poids de l'armée au sein de la scène politique turque, ce poids-là, ben, on le voit dans les autres régimes arabes et dans beaucoup de régimes musulmans. Et il vient donc de cette époque kémaliste, même s'ils ne s'en réclament pas encore corps et âme. Mais l'héritage, il est là encore. Voilà. Il y avait une autre question que vous m'avez posée, c'était par rapport au président Bebla. Le président Bebla avait été interviewé par un journaliste turc pour commenter la période de Mustafa Kemal. Donc, le président Bebla, tout comme les autres dirigeants algériens, étaient tous admiratifs de l'action qu'a menée Mustafa Kemal en libérant son pays. Toutefois, être admiré un personnage politique, ceci ne veut pas dire qu'il souscrivait à tous les actes qu'il a posés par la suite, parce que Bebla avait émis des réserves en disant que la Turquie, pour lui, de son point de vue, c'était un pays oriental et que la laïcité n'avait pas sa place dans un pays musulman. C'était la façon de Bebla de voir la chose à ce moment-là. Ma question, c'est pas ça. Oui. Vous avez parlé, vous avez dit que Bebla Boumediene, ils n'ont pas su saisir les subtilités, la main tendue du turc. Voilà. Ouais. Oui. Je vais préciser ce que je disais en fait. Sachant qu'il y avait à un moment donné, au cours des années 60, et même avant, un conflit de leadership au sein de la direction du FLN, il faut savoir que les hommes qui vont présider par la suite l'Algérie au cours des années 60, c'est des hommes qui n'ont pas été en contact avec les partenaires turcs, c'est-à-dire aussi bien Bebla
que Boumedienne, c'était plus des hommes qui ont séjourné au Caire, et ils étaient beaucoup plus imbibés par le nationalisme arabe. Et tout en sachant en plus que le nationalisme arabe, à cette époque-là, tel qu'il a été développé par Jamal Abdel Nasser, il était en opposition avec un pays membre de l'OTAN et considéré comme étant dans le camp occidental, comme la Turquie. Donc, Ben Ali Boumedienne n'avait aucun intérêt personnel en tant qu'homme politique à cultiver une relation qu'il n'avait pas. Ceux qui pouvaient le faire et qui pouvaient développer ça, c'était des gens, par exemple, comme le président du GPR, l'ancien président Farhad Abbas, qui a été en contact avec ses homologues turcs et qui, lui, était imbibé par la pensée kémaliste. Et d'autres hommes politiques, notamment quelqu'un comme Boussouf, même s'il était membre du MALC, il a eu à traiter avec eux et il pouvait éventuellement davantage les comprendre en ce sens que il a réceptionné des armes en provenance de Turquie et il savait à qui il avait affaire en Turquie même. Alors que les deux défunts présidents Boumedienne et Bebela n'ont pas été en contact avec eux, et surtout que les relations épisodiques que les Algériens ont eues avec les Turcs ont été faites par des hommes qui n'étaient plus au pouvoir à ce moment-là. Et voire même, quand on voit par exemple les propos qui ont été tenus en 2012 par l'ancien Premier ministre Ahmed Ouihia, on voit bien qu'il y a beaucoup de méconnaissances dans sa façon de voir les choses. Donc c'est important, les relations humaines entre les dirigeants politiques. Est-ce qu'ils se connaissent? Est-ce qu'ils ont eu à traiter ensemble? Et est-ce qu'ils ont intérêt à cultiver cette relation-là? En l'occurrence, les présidents de Boumedienne n'étaient pas sur cet axe-là. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas cherché à comprendre une main tendue. Il n'y a pas eu de main tendue de la part des Turcs, mais ils n'ont pas cherché à développer des relations avec ce pays-là, aussi bien à titre individuel qu'au titre des échanges, surtout que la Turquie n'était pas membre de la Ligue arabe, ni membre de l'Union africaine, ni membre ils étaient membres de l'OCI, et donc les dirigeants algériens, de temps à autre, ils rencontraient comme ça les Turcs, qui de plus étaient membres d'alliances qui n'étaient pas le leur, au sein de l'OTAN, au sein de l'Alliance occidentale, pas dans le bloc de l'Est, donc il y avait de la distance entre eux. Voilà. Je ne sais pas si j'ai pu répondre. Voilà, j'ai clarifié. Je reviens pas sur ça. Excusez-moi. C'était pro-israélien. Excuse-moi. Je veux intervenir sur cette question-là. Les Algériens savaient parfaitement qu'en 1950, 1949 et 50, la Turquie et l'Iran avaient établi des relations avec l'Iran du Shah d'Iran avait établi des relations diplomatiques avec Israël. Les Algériens à ce moment-là n'ont pas mis l'accent, n'en voulaient pas aux Turcs parce que ils avaient des relations avec Israël pour la bonne et simple raison que la Russie aussi avait des relations avec Israël. Que la Russie aussi, en 1949, en 1950, celle qui fournit des armes à l'Algérie, cette même Russie, c'est elle qui a contribué à la naissance d'Israël au sein du vote au Conseil de sécurité. Le poids de la Russie a été plus décisif que celui de la France ou celui de la Turquie. Donc la vision algérienne, c'est une vision qui est beaucoup plus, sous cet aspect-là, je dirais pragmatique. Parce que ils savent bien pourquoi la Turquie a établi des relations avec l'État d'Israël. Un, il y a un grand contentieux entre le monde arabe et la Turquie. Il faut le savoir. En 1900, il y a un grand contentieux entre le monde arabe et la Turquie. En 1916, il y a la grande révolte arabe qui a été menée par, entre autres, Laurence d'Arabie, qui a été envoyée par les Anglais, et d'autres. Et près de 100 000 soldats turcs ont été tués au Moyen-Orient, et plusieurs milliers de soldats turcs ont été assoiffés dans le désert d'Arabie, ces soldats qui étaient chargés d'assurer la sécurité de la Mecque, de Médine, des lieux saints de l'islam. Donc les Turcs, comment ils vont dire ça? Ils vont dire c'est le grand poignard. Nos frères arabes nous ont poignardés, nous qui étions en charge
de la protection des lieux saints, et notamment Jérusalem. Parce que le sultan Abdulhamid II, quand Théodore Herzl était venu proposer un soutien aux finances ottomanes, parce que la Turquie était mal en point, en échange de la création d'un foyer juif en Palestine, Abdulhamid II s'était opposé. Et malgré ça, les pays arabes, qui étaient travaillés, je dis bien qu'ils étaient dépassés à ce moment-là par les impérialismes anglais et américains naissants, ont agi contre les Turcs. Et donc, ce qui fait qu'ils vont perdre Jérusalem en 1918, quand Mustafa Kemal va arriver par la suite. À ce moment-là, quand il installe son pouvoir, pourquoi est-ce qu'il y a un certain nombre de dirigeants aussi musulmans qui n'étaient pas d'accord avec sa façon de voir les choses? Ils estiment qu'il a poussé le bouchon très loin, y compris dans son entourage. Son épouse, avec qui il s'était marié en 1922, c'est une femme qui a fait ses études à l'université de la Sorbonne. Donc c'est une femme qui est issue de la bonne bourgeoisie turque, et quand son mari va mener la guerre d'indépendance, elle est à ses côtés. Mais Fikriye, 2 ans et demi plus tard, elle va divorcer de son mari parce qu'elle va lui dire, bon écoute, d'accord, il faut mener un processus de mondialisation, je suis d'accord, mais de là à instituer l'appel du muezzin en turc plutôt qu'en arabe, de là à interdire le fez, l'obligation de porter le chapeau, remplacer l'arabe par le turc, et beaucoup d'autres mesures aussi maximalistes qu'elle a vues, elle n'était pas d'accord. Et donc, elle s'est séparée de son mari. Elle est morte en 1975. Beaucoup de gens ont voulu la faire parler par la suite pour avoir des éléments. Bon, elle n'a pas écrit de mémoire et elle est restée très discrète sur ça. 1 an plus tard, il y a une tentative de coup d'État parmi contre Mustafa Kemal dans son entourage, y compris des compagnons d'armes qui étaient avec lui, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec les mesures qu'il avait menées. Ils estimaient que la modernisation de la Turquie ne passait pas par une aliénation, c'est-à-dire la Turquie, c'est pas la Suisse ou la Norvège, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il y avait un processus d'assimilation, d'acculturation qu'il fallait mener, et avec le temps. Et lui, il voulait le mener d'une main de maître, comme le bon militaire qu'il était. Sauf que le temps d'action en politique est beaucoup plus lent que celui du militaire. Est-ce qu'on peut lui concéder une forme de réussite quand même? Parce que le virage pris entre l'Empire ottoman vers la République turque, par sa politique vigoureuse de création, oui, c'est-à-dire de création d'institutions, comme tu l'avais dit, par exemple l'usage de la graphie latine, ça c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire d'abandonner la graphie arabe au profit de la graphie latine pour écrire le turc, et puis surtout aussi l'anatolisation de la Turquie, c'est en Asie, c'est-à-dire le transfert de la capitale de... lui, il va en fait agir en 2 mouvements. Le premier mouvement, c'est qu'il va profiter du moment du désarroi du peuple turc pour lui redonner espoir, mais lui donner espoir comment? Cet espoir-là, il va être mené contre les adversaires de la Turquie. Donc, je les avais énumérés, les Grecs, les Italiens, les Français, les Anglais, mais aussi, il n'a pas oublié ce que les pays arabes ou les Arabes ont fait à côté de lui. Donc, quand il va vouloir mener son projet politique, il dira que la modernité, désormais, sera portée par les Turcs en regardant vers l'Occident. Il faut oublier l'Orient. Il faut oublier l'Orient, surtout qu'ils n'ont pas été sympathiques avec nous. Et cette façon de voir les choses, dans un premier temps, elle a bénéficié d'un soutien quand il fallait libérer le pays. Et par la suite, lorsqu'il a fallu installer des institutions, l'installation d'une institution, elle se fait dans un cadre, dans une société turque. Sa façon de voir pouvait paraître cavalière parce que les gens ne comprenaient pas et n'ont pas accepté. Le fait, par exemple, que l'appel d'Aden se fasse en turc. Parce que quand l'Aden se fait en turc, les gens n'ont jamais entendu, on ne comprend rien. On ne sait même pas qui parle de Dieu. Même le terme d'Allah est enlevé. Il est traduit en turc.
Allahu Akbar, on n'entend pas, il n'y a rien. Il y a un appel à la prière, c'était devenu pour ses contemporains, pour les gens qui ont grandi dans la foi, c'était devenu impersonnel. Presque folklorique. Tu nous avais dit que la Turquie était revenue sur cette réforme. Alors, oui, ils ont réarabisé l'appel. Alors, dans l'entourage... Et ajouter le micro. Et ajouter le micro. Ah oui. C'est là-bas. Dans l'entourage de Mustafa Kemal, Suleyman Demirel, qui faisait partie de son parti, quand il est sorti du parti républicain qui avait été créé par Mustafa Kemal, et fondé le Parti démocrate. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Demirel? Il va mener une série d'actions qui seront considérées par ses détracteurs comme un manque de vigueur. En fait, non, c'est un fléchissement des réformes kémalistes. Ce fléchissement, comment il va se faire? Il va dire, il faut que je tienne compte des aspirations de la société turque. La guerre est finie, je veux tenir compte des aspirations de la société turque. Donc, l'appel à la prière, il est revenu dessus. De nouveau, les mosquées peuvent utiliser l'arabe. Deuxièmement, en tant que Premier ministre, il était parti en France chercher, dans un coin perdu, la famille du dernier sultan Abdelhamid II. Il a trouvé sa femme, son épouse, à l'âge de 85 ans, qui faisait la vaisselle. Dans un état de dénuement. Dans un état de dénuement. Parce que la famille impériale a été proscrite de Turquie. Et donc, ils se sont retrouvés démunis. Et quand il était parti, il a trouvé donc l'épouse du sultan Abdelhamid II et sa fille, l'une qui faisait la vaisselle à 85 ans, et l'autre aussi dans un dénuement total. Donc il était revenu en Turquie, il a fait part de ce qu'il a vu au président de la République à ce moment-là, et il lui a dit, voici ce qu'il en est. Le président lui a dit, il ne faut surtout rien dire parce qu'il y a un courant kémaliste très puissant et ils ne veulent plus entendre parler donc, des restes de l'Empire ottoman. Donc Demirel, il va écrire une lettre, il va dire, Monsieur le Président, je vous remets ma démission, je ne peux pas accepter que la mère de la nation, c'est-à-dire la femme du dernier sultan, qui n'a rien fait de répréhensible, puisse se retrouver dans un pays étranger, dans un tel état de dénuement. En fin de compte, bon, le président va accepter, avec l'Assemblée nationale, ils vont accepter ce que les femmes de l'ancienne famille impériale puissent entrer en Turquie, uniquement les femmes, et pas les hommes. Parce qu'ils craignaient éventuellement qu'il puisse y avoir une restauration quelconque. Les femmes puissent entrer. Donc, ce qui fait que la fille du sultan et son épouse sont entrées, et la fille du sultan va écrire à ce moment-là, elle va témoigner concernant son père Abdelhamid II, qui a été surnommé le sultan rouge par rapport à ce qui s'est passé avec les Arméniens, et elle va beaucoup plus expliquer qui était son père. Donc, cette action-là est allée de pair avec d'autres choix qui ont été faits par Demirel pour une réappropriation de l'identité turque, et ça ne va pas faire plaisir aux responsables de l'armée de la Turquie, qui ont estimé qu'il a dépassé les cadres du kémalisme, il sera renversé par un coup d'État, il sera jugé et il sera pendu. Ah, il ne transigeait pas, il sera pendu. Il sera pendu en 1961, à la fin de 1961. Et beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec cette mesure-là. Plus tard, Turgut Özal avait commencé à le rétablir, parce qu'il fait partie de son parti, et c'est quelqu'un qui va pleinement le réhabiliter. Ce sera Erdogan, puisqu'il a été enterré dans une île quelque part, ils vont récupérer son corps, il sera inhumé à Istanbul. Moi, je voulais poser une dernière question là-dedans. Une question, on va dire, en forme de témoignage, parce que moi j'ai été à Istanbul, j'ai voyagé à Istanbul, j'ai été voir plusieurs milieux, et je me suis retrouvé dans un café avec des cheveux longs, des Istambouliotes qui écoutaient du rock et tout ça, mais je pensais que j'avais affaire à des opposants au régime, à des gens qui étaient plutôt très libéraux, et je voyais des portraits de Kemal Atatürk partout dans ce petit café communautaire
d'une sympathique quartier de Balat, à côté de la Corne d'Or, au cœur du vieux Constantinople. Je me suis posé la question, je me dis, il est vraiment le père de la nation. Kemal Atatürk est incontournable aujourd'hui. Sa victoire est dans ces portraits qui tapissaient tout ce petit café là, peuplé de cheveux longs, peuplé d'un petit peu de punk turc. C'est des gens qui, normalement, ne sont pas ni étatistes, ni... en fait, non. Kemal Atatürk est incontournable, il est leur père, jusqu'à présent. Sa force, c'est cette survivance. Atatürk a créé de toutes pièces un pays, c'est-à-dire des décombres de l'Empire. Et c'est peut-être pour ça que, par exemple, un historien comme Shlomo Sand, l'historien israélien, quand il a parlé des deux grandes expériences d'État-nation du XXe siècle, il a parlé de Kemal Atatürk et de David Ben Gurion. Oui, tout à fait. Et apparemment, Kemal Atatürk a été on va dire, un exemple pour énormément d'États-nations qui sont nés pendant le XXe siècle, c'est-à-dire le siècle des décolonisations, par exemple. D'où l'Algérie fait partie, tu l'as bien dit tout à l'heure, cette république des Majlis, la cooptation, tout ça, c'est une survivance de l'armature, de l'influence ottomane. Quoi. Il y a... Ah. Je pensais que c'était une dernière question. On fait un groupe de questions, mais par rapport à ma question, on m'a dit oui, va répondre. C'est la dernière. Une petite bête. Je vous ai un peu. Je réponds à ça peut-être. Non, justement, là, je ne vois pas qu'il y ait. Je pense qu'il y a une dékamalisation, hein, parce qu'en fin de compte, quand on voit la Turquie d'Erdogan, c'est un retour sur tout ce qu'il a fait. Il y a eu l'islamisation, il y a eu je ne pense pas qu'il y ait, peut-être dans ce cas, peut-être, mais pour revenir à, vous avez dit que et certains théologiens, ils étaient impressionnés par rapport à ce qu'il a fait Kemal Atatürk. Je pense, est-ce qu'ils étaient au courant, ces théologiens, que Kemal Atatürk, c'était aussi l'occidentalisation, la turquisation? Parce qu'en fin de compte, c'est vrai qu'il y a un comportement assez contradictoire dans sa victoire contre l'impérialisme, mais en même temps, vouloir l'occidentalisation. Combattre les Occidentaux et vouloir... Une deuxième question, c'est par rapport au comportement de Janus, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ce côté double face. Comment traiter avec un pays Janus qui contribue à l'effondrement de la Syrie, maintenant ça, on en parlera dans la prochaine conférence. Il soutient Gaza, il soutient la Palestine, en même temps il commerce d'une manière monumentale avec l'État sioniste. Quand on voit les échanges commerciaux, c'est pas mieux. C'est cette ambivalence. Israël, donc, membre de l'OTAN, allié, la Turquie et Israël, c'est les meilleurs alliés de l'Empire US, de l'Empire américain. Donc, comment vous voyez une diplomatie avec Janus, avec un pays qui joue le... Je pense qu'il a répondu en partie à cette question-là tout à l'heure, mais vas-y, bon. Non, question. Alors, deux points rapidement, ce n'est pas des questions, c'est des petits points de vue énormes. C'est le rapport entre les grands hommes et les grands événements. C'est vrai qu'il y a toujours de grands hommes qui incarnent des grands événements ou de grandes mutations. Mais, quand on réfléchit, ce n'est pas eux. Ils sont portés par une situation. Ils sont portés. Moi, je dis toujours que la géographie joue beaucoup dans l'histoire. Quand on voit la position de la Turquie sur la carte,
à l'intersection de 3 continents. Je veux dire, il y a un effet de force centrifuge et centripète, je pense aussi, qui font qu'à certains moments, il y a des situations qui se créent. Donc oui, Atatürk a porté, incarné, représenté, illustré ce mouvement, mais ce mouvement aussi l'a porté. Deuxième point qui rejoint celui-là, c'est que, comme en chimie, en physique, en n'importe quelle science, un fait n'a jamais une seule cause. Il faut toujours plusieurs effets, plusieurs causes, pardon, pour produire un effet. Alors, par exemple, pour l'imprimerie, j'avais lu une fois l'histoire de l'imprimerie et ils expliquaient que Atatürk, quand il a voulu moderniser, il y avait un problème qui existe encore. Il y a le monde arabe, en tout cas le monde arabophone, a pris un grand retard dans l'imprimerie. La première imprimerie, je crois, est rentrée en 1905, je crois, en Égypte, et le sultan, le roi, l'avait fait jeter à la mer. Et il y avait d'abord les conservateurs qui ne voulaient pas entendre parler des imprimeries, parce que pour déjà avoir et en plus, il n'y avait pas de machines avec des caractères, des fontes, comme on dit en arabe. Et c'était un obstacle. Et donc, une des raisons pour lesquelles il est passé au latin, c'est une des causes, c'est qu'il fallait ramener beaucoup de machines pour alphabétiser, pour développer l'éducation, etc. Donc, il y a toujours des causes qui sont peut-être secondaires, mais qui forment un ensemble. Oui, c'est une anecdote qui reflète cette période-là à travers tout ce qu'on a pu dire concernant l'imprimerie. Mais si vous prenez les premiers appareils photo, les anciens refusaient de se faire prendre en photo parce qu'ils considéraient que c'était les anciennes générations, lorsque les premiers appareils photo sont apparus à la fin du 19e siècle chez les Algériens, ils ne voulaient pas se faire photographier. Ça a duré longtemps. Ils étaient contre. Et à chaque fois, ils protestaient. Parfois, ils se faisaient prendre à leur insu par leurs enfants, qui voulaient conserver quand même une photo de leurs parents. Les parents disaient non, pas de photo. Donc, c'est tout le problème de l'introduction de ces appareils dans le monde arabe, a commencé donc par l'imprimerie et tout le reste. Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, il va de soi que Erdogan, dans le mouvement de réislamisation de la Turquie, il veut avoir lui-même sa propre place, parce que Erdogan, pourquoi il met l'accent, pourquoi est-ce qu'il a ce discours philo-islamique? Il est toujours lié à l'identité individuelle de la personne. Erdogan n'est pas turc. Erdogan est un Laz. Et les Laz sont une minorité musulmane du Caucase. Lorsque l'Empire ottoman s'est effondré à la fin de la Première Guerre mondiale, il y a beaucoup de groupes ethniques musulmans non turcophones qui ont rejoint l'Anatolie, soit en provenant du Caucase pour aller vers Ankara et Istanbul, soit en provenance notamment des pays balkaniques. Je pense notamment aux Bosniaques. On estime à peu près qu'il y a 5 millions de musulmans qui sont allés de la région des Balkans et qui ont rejoint la Turquie à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc Erdogan, lui, étant donné... Donc Erdogan,
il ne va pas développer un discours. On a constaté qu'il ne développait pas un discours pan-turc. Le pan-turquisme, il n'est pas turc. Donc, il va plutôt aller dans le sens d'un développement plus important de la religiosité ou du fait religieux, voire même il va surfer sur le souvenir de l'Empire ottoman, par exemple. Mais malgré tout, la vieille garde kémaliste, elle est présente. La vieille garde kémaliste est présente puisqu'il a été victime d'une tentative de coup d'État en 2016. Ça veut dire que tout le monde ne partage pas son option. Et ça veut dire même sous-entendu qu'il l'a provoqué pour purger l'armée et puis pour fonctionner. On dira qu'il a vu venir. On dira qu'il a vu venir parce que c'est pas évident en Turquie pour provoquer un coup d'État, parce que le général de Gaulle aussi, on dit qu'en 1961, lors du putsch d'Alger, il a provoqué et que ses services de renseignement étaient au courant de tout et qu'ils savaient pertinemment que le petit quart de rang de militaires n'allait pas changer donc l'issue du conflit, mais il a laissé faire pour pouvoir se débarrasser. Il était au courant, peut-être, oui, mais dire que c'est lui qui a fait ça, il y a toute une littérature qui allait dans ce sens-là. Or, on sait qu'il a bénéficié d'un appui, notamment de son voisin russe, qui par le biais de ses propres satellites ont averti, lui ont offert un soutien technique pendant le déroulement du coup d'État, jusqu'à ce qu'il puisse atterrir à Istanbul. Donc, au courant, oui, mais faire bouger l'armée turque comme ça, c'est pas évident. Donc, il est obligé, quelle que soit la direction qu'il veut prendre le président Erdogan, de tenir compte quand même des fondamentaux de la Turquie moderne. Et Mustafa Kemal fait partie des fondamentaux de la Turquie moderne. C'est un jeu d'équilibre. Il peut pas faire fi parce que même si Mustafa Kemal n'est pas la figure de proue du mouvement fondamentaliste, par exemple, ou des Turcs traditionnalistes, il n'en demeure pas moins que c'est lui qui a mené une guerre d'indépendance pour libérer le pays. Ça, on ne peut pas le lui enlever en tant que, ne serait-ce que en tant que combattant. Maintenant, par la suite, comment il va mettre en place le régime, ça c'est une autre paire de manches, et c'est pour ça qu'il y a un pluralisme politique en Turquie aujourd'hui. On est d'accord, on n'est pas d'accord, soit on vote pour, soit on vote contre. Sur ce, ça a été passionnant. Et comme ça,